Je suis Aurore. J'accompagne celles et ceux qui veulent faire la paix avec leur histoire, se libérer de ce qui pèse, revenir à ce qui est vivant, sensible et vrai. C'est pas rien, c'est le podcast pour tous ceux qui ont la sensation de ressentir trop fort, de douter parfois, de porter des bagages un peu lourds ou de ne pas avoir toujours un espace sécurisant pour se déposer. Ici, on parle de notre humanité, de nos traumas, de nos lignées, d'émotions entières, de liens authentiques et du vivant en nous. Parfois à deux, dans des échanges passionnants avec mes invités, ou seul, juste toi et moi. Des conversations vraies, sans masque, sans filtre. Parce qu'être humain, c'est pas rien. Parce qu'apprendre à s'aimer, c'est pas rien non plus. Alors si toi aussi tu veux t'alléger, grandir, ressentir et te transformer, installe-toi confortablement et embarque avec moi dans cet épisode. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Un podcast où on va parler des différents styles d'attachement. Ça fait un moment que vous êtes nombreux à me poser la question, à vouloir que je vous en parle un petit peu. C'est quelque chose que j'aborde beaucoup moi dans mes accompagnements. Je l'intègre aussi dans mon travail de constellation et dans toute mon approche thérapeutique. On en entend parler de plus en plus sur les réseaux sociaux, pas toujours avec justesse. À force de vouloir créer des étiquettes et rentrer dans des cases, on finit un peu par se perdre. Donc j'avais envie de parler de ce sujet-là pour vous aider déjà à mieux vous connaître, à gagner en autonomie et pouvoir mieux relationner aussi. Donc moi je vais avoir bientôt 36 ans et au final j'ai l'impression que chaque jour de ma vie, je désapprends tout ce que j'ai appris, je réapprends à relationner. Chaque jour, je me dis: «J'ai l'impression que j'avais compris ou que ça roulait» et en fait, pas du tout. Et je trouve que le sujet des relations, c'est, en tout cas pour ma part, hem, un des sujets les plus challengeants. C'est pas pour rien, je pense, que je suis aussi, dans la thérapie, relationnelle, que je travaille, le lien à travers le corps, à travers la somatique, à travers, la famille, le transgénérationnel et cetera. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de l'attachement, parce que moi, ça m'a beaucoup aidée à comprendre comment je fonctionnais, à être un petit peu moins en réaction, à, moins me juger aussi, dans les moments où je pouvais réagir, face à certaines, blessures, à certains comportements et à du coup avoir un peu plus d'outils et de ressources pour me réguler et tendre, bien sûr, vers des relations plus harmonieuses et sereines. Donc, dans cet épisode, je vais vous parler déjà un petit peu de, comprendre l'attachement, où est-ce que ça prend sa source. Je vais développer aussi les 4 grands styles d'attachement, qui sont l'attachement sécure, anxieux, évitant et désorganisé. On va parler un petit peu aussi de quelques mythes et de petites, choses à débunker et je vous donnerai quelques conseils et pistes concrètes pour pouvoir commencer aussi à en faire quelque chose. Voilà un petit peu le programme et je vais vraiment essayer d'aller à l'essentiel parce que franchement, on pourrait faire un épisode par type d'attachement et peut-être que je le ferai plus tard. Mais là, j'avais vraiment envie de faire un épisode un peu central, efficace pour que vous ayez déjà des premiers points de repère. L'attachement, c'est notre manière instinctive de créer du lien et d'assurer notre sécurité émotionnelle. Le concept, il vient à l'origine du travail du psychiatre britannique John Bowlby et de la psychologue Mary Ainsworth. Ils ont montré dès nos premiers mois qu'on développe des stratégies pour rester proche de nos figures de soins, qui sont souvent nos parents. Ce sont des stratégies qui forment la base de nos styles d'attachement. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'attachement, c'est pas une étiquette figée. Il se construit à partir de nos expériences, particulièrement dans l'enfance, mais il peut évoluer bien sûr tout au long de notre vie, parce que tout au long de notre vie, on va vivre des expériences relationnelles, on va se créer des nouveaux petits traumas et donc on va aussi adapter notre manière, de nous attacher par rapport à tout ce qu'on aura vécu. On peut voir l'attachement un peu comme un langage intérieur qui va mêler nos croyances profondes. Est-ce que je mérite d'être aimé? Est-ce que l'autre est fiable? Et cetera. Il y a aussi un lien avec notre système nerveux, comment notre corps réagit face à la proximité ou à la distance. Je ferai aussi un autre épisode spécial sur le système nerveux et la théorie polyvagale, mais déjà j'avais envie de commencer par ça. Et puis nos comportements relationnels, bien sûr, avec la recherche de contact, l'évitement,
la jalousie, l'indépendance, etc. Donc l'attachement joue un rôle central dans nos relations amoureuses, clairement. C'est un peu pour ça, je pense que ça a le vent en poupe en ce moment, parce que les relations amoureuses, hein, ça restera quand même central dans la vie des humains, mais aussi les relations amicales et même professionnelles. Donc ça influence notre capacité à nous apaiser et à réguler nos émotions. Quand on comprend notre style, on gagne un langage pour se comprendre soi-même et commencer à transformer ses schémas. C'est pour ça que, encore une fois, j'ai envie de vous en parler parce que c'est quand même hyper important de mieux se connaître. Donc je vais développer un petit peu les 4 attachements, mais je voulais d'abord reposer une petite introduction sur le fait que forcément l'attachement, c'est la première matrice de toutes nos parts, les différentes parts de nous, dont je vous ai un petit peu déjà parlé dans certains autres épisodes, parce que tous ces styles d'attachement, ils vont influencer comment elles vont se développer, comment elles vont relationner entre elles et les réactions qu'on va commencer à avoir quand on se retrouve face à certaines situations. L'attachement, donc, il se construit les premières années de notre vie en réponse à la question fondamentale: est-ce que je suis en sécurité quand je suis en lien? Tout part de cette notion de sécurité. Et donc c'est pour ça qu'on parle du système nerveux, parce que ce système de sécurité, il s'ancre profondément dans notre inconscient, dans notre corps, à travers notre système nerveux. Et donc ça devient la matrice de toutes nos réactions dans les relations, notamment quand on a un besoin, quand on est vulnérable, quand on a peur, quand on dépend de quelqu'un, etc., etc. Donc chaque style d'attachement, il peut être vu comme une organisation protectrice de nos différentes parts, au final. C'est un peu différentes parties de nous qui ont commencé à se développer. Quand je dis part, c'est la partie évitante, la partie anxieuse, la partie désorganisée. Et je fais exprès de parler de part parce que c'est important de comprendre que c'est des aspects de nous qui sommes comme ça. C'est pas entièrement notre personnalité et ça ne nous définit pas, ça ne nous définit pas complètement. Donc aucun de ces styles d'attachement n'est bon ou mauvais, ils sont adaptatifs à l'environnement de l'enfance. Et on porte tous en nous les 4 styles d'attachement, mais forcément, en général, il y a une dominante qui ressort du lot et qui s'active en fonction des personnes avec qui on est en lien. Moi, par exemple, ma part dominante, c'est plutôt l'attachement anxieux. Mais j'ai aussi découvert avec le temps que j'avais un attachement évitant qui se manifeste aussi dans certains autres domaines de ma vie. Et j'ai remarqué, d'ailleurs, c'était assez rigolo, qu'il se manifeste aussi quand je me retrouve face à quelqu'un qui a un attachement anxieux. Donc, c'est assez rigolo à observer. Et je dis que c'est rigolo parce qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Donc rien n'est figé, rien n'est permanent, c'est tout le temps en perpétuelle évolution. Donc déjà, l'attachement sécure. L'attachement sécure, c'est le terreau de la confiance, c'est un peu le saint graal. Je pense qu'il y a peut-être 10 à 20% de la population qui arrive à avoir un attachement plutôt sécure. Mais ça reste quand même assez rare parce qu'on est tout juste en train de faire ce travail de régulation, de nous libérer de nos traumas et donc pour que les enfants puissent aussi grandir dans ce terreau de confiance. Donc un attachement sécure, ça prend sa source dans des parents présents, émotionnellement, stables, cohérents et régulateurs. Quand je dis ça, bien sûr, c'est peut-être que les parents, ils sont pas tout le temps comme ça, mais au global, de manière, on va dire, le plus souvent possible, ils sont quand même généralement plutôt, voilà, comme ça, stables, cohérents, régulateurs. Il y a des réponses sensibles et ajustées aux besoins de l'enfant, qui vont être données, c'est-à-dire que, il y a un besoin de sécurité, il y a un besoin, de tendresse, le parent, il va y répondre. Donc l'enfant va se sentir accueilli, entendu, contenu et réparé. Donc clairement, moi, j'ai la croyance que tout le travail qu'on est en train de faire ensemble en ce moment, tout le travail thérapeutique que la nouvelle génération, elle est en train de faire,
Bon, j'ai espoir que ça puisse permettre à tous les enfants qui vont venir au monde ces prochaines années d'avoir du coup un attachement plus sécure et à mon avis, c'est aussi comme ça qu'on arrivera à faire un monde un peu plus équilibré. Donc les croyances fondatrices de cet attachement sécure, c'est: «Je suis digne d'amour, je peux compter sur les autres et mes besoins ont de la valeur. Mes besoins comptent». À l'âge adulte, ça va donner une capacité à faire confiance, tout en gardant des limites. Il y aura une bonne régulation émotionnelle, une capacité à naviguer au milieu des émotions. Il y aura aussi une capacité à vivre l'intimité sans peur de perdre son autonomie. Et la relation à l'argent, la nourriture, le travail, elle sera plutôt équilibrée. Elle sera pas compulsive et elle sera pas contrôlante. Donc vous voyez ça, bon, hein, c'est quand même dans un monde idéal, j'ai envie de vous dire. Peut-être qu'il y a des moments, dans certains domaines où on a l'impression qu'on se dit: «Ouais, j'ai l'impression que j'ai quand même un attachement sécure à certains moments» et c'est tout à fait possible. Hem, le deuxième type d'attachement, c'est l'attachement anxieux, donc on en entend beaucoup parler et moi j'en ai un petit peu parlé aussi sur les réseaux et à certains moments, parce que c'est aussi dans cet attachement-là que prend, racine la dépendance et c'est pour ça aussi que j'ai créé ce fameux, programme Complétude, mon immersion sur 21 jours pour arriver à remplir ce vide intérieur parce que l'attachement anxieux, vous allez voir, ça parle vraiment de ça. L'attachement anxieux, ça parle de l'insécurité dans le lien. Ça prend son origine dans des parents inconstants émotionnellement, donc parfois ils étaient présents et parfois ils étaient distants. Et c'est encore une fois, c'est pas une question de jeter la pierre aux parents. Chaque parent fait de son mieux, je sais parce que j'en suis une. Mais c'est que ça peut être tout simplement, parfois le parent, il était présent, parfois il devait partir au travail, parfois à nouveau il était présent, parfois il devait repartir au travail. Ça pouvait être aussi que parfois émotionnellement, il y avait de la capacité à être là et à accueillir et qu'à d'autres moments, le parent, il allait ressentir de l'impuissance, de la colère, il allait être préoccupé par d'autres choses et donc du coup, l'enfant ne sent plus le lien. Vous voyez, ça veut pas forcément dire que ça prend sa source dans un trauma, où le parent n'est jamais là, où il est pas du tout présent. Ça peut être juste qu'il y a une inconsistance en fait, bah, faite par, la vie et le quotidien, qui fait que ça crée cet attachement anxieux. Donc l'enfant, ne sait jamais s'il va être accueilli ou rejeté. À ce moment-là, il sait jamais, il se dit: «Je sais pas si papa ou maman va être disponible pour moi» et donc on développe une vigilance émotionnelle pour anticiper les réactions du parent. Parce que, bah, c'est un peu insécurisant, on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, quoi. Donc du coup, il y a les croyances fondamentales qui se développent à ce moment-là, c'est, «Je dois mériter l'amour, on peut m'abandonner à tout moment et je ne suis pas assez pour être aimé tel que je suis». OK? Du coup, on va développer certains mécanismes comme, de la suradaptation et de la recherche d'approbation. On va tout le temps essayer de s'adapter à l'environnement pour être sûr qu'on va recevoir le lien et l'attention dont on a besoin. Donc on va être en quête de validation et de reconnaissance perpétuelle à l'extérieur. Il peut aussi y avoir une peur panique du rejet dès qu'on rentre en relation. Il peut y avoir un besoin intense de proximité et une angoisse dès que l'autre va s'éloigner. Ça peut passer par, le fait qu'il y ait un message qui mette longtemps à arriver, qu'on n'ait pas de réponse, qu'on sait pas ce qui se passe. Voilà, dès qu'on sent qu'il y a une espèce de distance, ça crée beaucoup d'anxiété et donc ça peut bien sûr, mener à la dépendance émotionnelle. À l'âge adulte, donc ça donne des relations souvent fusionnelles. Il peut y avoir de la jalousie aussi et tout le temps besoin de preuves. On a besoin de preuves, que l'autre nous aime, on a tout le temps besoin d'être rassuré, on a besoin de voilà, d'être validé et en fait, c'est jamais, jamais assez. On peut avoir aussi tendance à s'oublier dans la relation, c'est-à-dire que dès qu'on est en relation, dès qu'on commence à dater, dès qu'on commence à être avec quelqu'un, dès qu'on commence à habiter avec la personne, eh ben, on va un peu mettre tout le reste en pause. On va moins voir ses amis, on va moins, pratiquer des activités sportives, on va moins, passer du temps, seul avec des choses qui nous font du bien.
Voilà, on va un peu se mettre entre parenthèses pour, préserver à tout prix la relation. Et il y a aussi une difficulté à rester seul, c'est-à-dire qu'on a tout le temps besoin d'être en lien. Le vide et la solitude, c'est assez insécurisant. On a tout le temps besoin de sentir la présence de l'autre. Il peut y avoir aussi donc des comportements, compensatoires. Je fais souvent le lien avec la nourriture, le travail, l'argent, dans chacun des attachements. Hem, Dans la nourriture, ça peut donner de la compulsion, le besoin frénétique de se remplir. Et du grignotage émotionnel. C'est dès qu'on va ressentir du vide, dès qu'on va ressentir de l'insécurité, hop, un besoin de sucre, un besoin de manger en grosse quantité, un besoin de nourriture cocooning. Au travail, ça peut aussi donner le besoin d'être validé constamment par l'extérieur. Donc, en entreprise, ça peut être le besoin d'être validé par ses managers, par ses collègues. Voilà, la peur de décevoir, en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Burn-out par surinvestissement. Et puis quand on est entrepreneur, quand on est à son compte sur les réseaux, ça peut être aussi cette quête insatiable de validation, de reconnaissance, à travers les likes, à travers la réussite de tout ce qu'on peut lancer comme projet. Et par rapport à l'argent, ça peut donner de la dépendance financière, difficulté vraiment à être autonome dans sa manière de fonctionner. Et ça peut aussi être difficile de demander ce qui est juste financièrement. Donc en entreprise, on peut avoir du mal à demander le juste salaire. Et quand on est à son compte, on peut aussi avoir du mal à placer des prix qui sont à la hauteur de l'énergie qu'on va déployer, juste parce qu'on a peur de ne pas avoir assez de clients, de ne pas avoir assez d'argent, etc. Voilà, donc ça, c'est l'attachement anxieux. Peut-être qu'il y a des choses où vous vous retrouvez et peut-être d'autres moins. Et c'est normal. Encore une fois, comme je disais, il y a des dominantes et l'attachement anxieux, il peut s'exprimer dans certains domaines de notre vie, mais pas forcément tout au même endroit. Ok. Ensuite, l'attachement évitant. Donc ça, on pourrait dire que c'est la polarité inverse, opposée de l'attachement anxieux. C'est la survie dans l'isolement. L'attachement évitant, il prend sa source dans un parent assez froid, parfois distant, rejetant ou absorbé par ses propres besoins. L'enfant, il apprend à ne pas montrer ses émotions et à se débrouiller tout seul parce qu'il se dit de toute façon en face il y aura personne, donc autant que je me débrouille. Et il va couper le lien émotionnel pour rester en sécurité. Donc là, c'est vraiment l'inverse de l'attachement anxieux. C'est vu qu'il n'y a personne en face, je vais apprendre à me débrouiller par moi-même. Donc les croyances fondamentales qui vont s'ancrer à ce moment-là, c'est avoir besoin de quelqu'un, de quelque chose, de soutien, c'est être faible. Les autres sont une menace pour mon autonomie et je dois compter que sur moi-même. Donc les mécanismes qui se développent avec l'attachement évitant, vous avez le fait de rationaliser tout le temps, d'intellectualiser un peu beaucoup, voilà, d'être beaucoup dans l'analyse, la compréhension des choses, mentaliser, voilà, surinvestir la partie intellectuelle. Il peut y avoir une distance émotionnelle aussi, une difficulté à être en empathie du coup, et pas mal de contrôle. Contrôle émotionnel aussi pour pas ressentir. Il peut y avoir une suppression des besoins, c'est-à-dire, on va pas écouter nos besoins et voilà, on va passer au-dessus. Il peut y avoir aussi une forme d'hyper-indépendance. C'est une fausse sécurité, c'est-à-dire qu'on va faire croire à l'extérieur qu'on n'a besoin de rien, que tout va bien, on gère, voilà, nickel, on a une forte personnalité, besoin de personne, il y a pas de souci. Et puis, forcément, difficulté aussi à recevoir ou à demander de l'aide, du soutien, de la présence. Donc à l'âge adulte, ça donne des relations assez distantes ou superficielles, une grande capacité bien sûr à s'engager. C'est un peu le mal de la nouvelle génération, je trouve, parce qu'il y a tellement eu de traumas et d'accent mis sur le trauma que, en tout cas pour ma part personnellement, j'ai l'impression que la nouvelle génération, ils sont beaucoup, beaucoup dans l'attachement évitant. Il y a une vraie crainte de la dépendance et donc du coup, ça peut donner un refus de l'intimité aussi et un inconfort avec, les émotions d'autrui.
parce que, c'est pas confortable d'avoir quelqu'un en face, qui se sent pas bien, qui a besoin d'être rassuré, voilà. On n'est pas capable de le faire avec soi, donc c'est difficile de le faire avec l'autre. Les comportements compensatoires qu'il peut y avoir en attachement évitant, il peut y avoir du contrôle alimentaire, beaucoup de contrôle dans la manière de manger, de la rigidité, du jeûne aussi, jeûne émotionnel, de dire: «OK, là, je vais pas manger, j'en ai pas besoin, je vais rester focus sur moi, je vais pas manger, je vais faire tel régime, je vais adopter telle alimentation». Dans le travail, ça peut donner le fait qu'il y a un refuge dans la performance et une vraie valorisation par la compétence. Hem, Vraiment, se fixer que sur les objectifs, la réussite, prouver qu'on peut s'en sortir, prouver que ça marche, et cetera. Et puis au niveau de l'argent, ça peut être une accumulation compulsive, une obsession de sécurité matérielle parce que, il faut absolument qu'on s'en sorte et donc comme ça on n'a pas besoin de compter sur qui que ce soit et quand même une peur de manquer parce que, bah, on a quand même du mal à être en lien avec la matière, donc c'est pas quelque chose qui est confortable pour nous et on peut même se raconter qu'on n'a pas trop besoin d'argent. Comme ça, au moins, on s'évite, des problèmes. Voilà, donc ça, c'est l'attachement évitant et encore une fois, moi, il y a des choses dans lesquelles je me retrouve aussi dans l'attachement évitant, même si j'ai une dominante anxieuse. C'est là où c'est intéressant aussi à observer. C'est juste ce mouvement de j'évite d'être dans le lien, je reste dans le contrôle et je me déconnecte un peu de mes émotions pour pas souffrir. Et ensuite, on a l'attachement désorganisé. Donc l'attachement désorganisé, c'est un peu un mélange de d'anxieux et d'évitant, mais c'est quand même un attachement à part. Parce que par exemple, moi, j'ai un mélange d'anxieux et d'évitant, mais je me retrouve quand même pas trop dans le désorganisé. C'est un peu à le niveau au-dessus, l'attachement désorganisé. C'est le chaos dans le lien. Donc l'attachement désorganisé, c'est quand il y a eu un parent qui était à la fois source de soutien et de peur. Donc quand il y a eu parfois de la violence verbale, psychologique, physique dans le foyer. L'enfant, il est piégé dans un double lien. Il veut à la fois être en contact avec le parent et en même temps, il doit s'en protéger. Donc c'est souvent issu des milieux marqués par du trauma, de la violence, des addictions, de l'instabilité. C'est quand on a un peu grandi dans un chaos dans le foyer où voilà, où il y a eu de la notion d'abus, et cetera. Ouais, c'était très insécurisant. Donc là, les croyances qui s'inscrivent, c'est: «Je suis en danger, même dans l'amour, il y a pas d'issue sûre et je suis brisée, je suis pas faite pour être en lien». Il y a vraiment quelque chose de très, très, très insécurisé à cet endroit-là. Donc ce que ça va développer comme mécanisme, il va y avoir une alternance entre la fusion et le rejet. Il y a vraiment ce truc de: «J'ai envie d'être en fusion et en même temps je rejette la relation». Donc c'est très perturbant quand on est en relation avec quelqu'un qui a un attachement désorganisé parce qu'on comprend pas. Et j'ai envie de faire une parenthèse, ça peut, parfois être confondu ou j'en sais rien, en tout cas, on met les étiquettes aussi sur tout ce qui est de l'ordre de, du pervers narcissique, la personnalité narcissique, manipulatrice et cetera. Certes, peut-être qu'on peut parler aussi de ces termes-là, mais ça prend quand même sa source et sa racine aussi dans un attachement désorganisé. À la base, il y a une blessure. Donc ça peut créer de la dissociation, la sidération émotionnelle, c'est vraiment une grande difficulté quand il y a un trop plein d'émotions, hop, la personne, elle va se couper. Il y a aussi une peur extrême, d'abandon et en même temps, il y a une peur extrême d'intrusion. Donc vraiment, c'est très difficile pour une personne qui a un attachement désorganisé d'arriver à se positionner dans la relation. Et ça peut aussi, mener à des comportements un peu autodestructeurs ou addictifs, l'attachement désorganisé. Et à l'âge adulte, donc ça donne, des relations assez chaotiques, intenses, instables. Il y a une attirance souvent vers des liens toxiques ou impossibles, où il peut y avoir une multiplication des relations, enfin on recrée du chaos, quoi. Hem, j'ai aussi envie de rajouter d'ailleurs à ce que j'ai, préparé là dans mon petit texte, que, il peut aussi y avoir une forme d'insécurité et d'ennui quand c'est trop calme dans la relation.
Parce qu'en fait, on est tellement habitué au chaos que quand il y a pas de chaos dans la relation, c'est presque plus insécurisant que ce qu'on a déjà connu et donc les personnes qui ont un attachement désorganisé, elles vont avoir tendance à recréer du chaos, venir chercher la petite bête, attaquer, mettre du jugement, enfin un peu venir, piquer pour que, il y ait quelque chose qui ressorte, mais c'est très, très, très inconscient. Du coup, il y a une peur panique à la fois de la perte et de l'engagement. Il peut y avoir des colères explosives aussi. C'est des personnalités, elles vont pas être capables de gérer leurs émotions et puis d'un coup, elles vont exploser, elles vont dire des trucs qui dépassent leurs pensées, enfin, elles vont vraiment rentrer dans des grosses colères, parfois de la méchanceté, parce qu'il y a une grande blessure narcissique et c'est vraiment très difficile pour elles d'arriver à reconnaître qu'elles sont blessées, que c'est inconfortable la relation, que elles n'arrivent pas à avancer, à s'en sortir, parce qu'il y a cet attachement anxieux qui veut pas perdre la relation avec l'autre, et en même temps, il y a cet évitement qui fait que c'est trop inconfortable de sentir qu'il y a une dépendance dans la relation. Donc vous voyez, c'est vraiment très 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 compliqué à naviguer. Dans l'attachement désorganisé, en termes de comportement compensatoire, dans la nourriture, on peut retrouver l'alternance entre la compulsion et la restriction extrême, les troubles du comportement alimentaire. Dans le travail, ça peut être une incapacité à maintenir une régularité, de l'auto-sabotage, des fluctuations extrêmes. C'est tout ou rien, quoi. Et puis l'argent, ça peut être des cycles de dépenses compulsives et de privation. Peut avoir aussi chaos financier, les finances qui sont pas du tout gérées et une grande difficulté à se structurer. Ça part un peu dans tous les sens. Voilà, donc c'est vraiment important de retenir que l'attachement, il n'est pas figé, il peut vraiment se réparer dans la relation, notamment thérapeutique. Ça peut se réparer dans le lien aussi, si voilà, si on trouve une relation saine, avec qui il y a de la communication, avec qui il y a du dialogue, ça peut vraiment être un espace réparateur, mais ça demande bah, parfois, ça demande un effort, ça demande à arriver à dépasser ça et c'est pas toujours évident. Il y a rien à corriger, il y a simplement à accueillir, à réguler, à sécuriser le plus possible, au quotidien et on fait de notre mieux, à chaque instant. Hem, donc c'est vraiment important de se dire que si là, vous vous reconnaissez dans certains mécanismes, hem, bah, que encore une fois, c'est pas, c'est comme ça et pas autrement. Il y a des solutions, il y a la possibilité de changer certaines choses. Et justement, j'avais envie de vous donner quelques pistes pour, pouvoir commencer à regarder un peu tout ça. Maintenant que vous avez cette vue d'ensemble, même si encore une fois, on peut rentrer encore plus en profondeur, il y a, quelques pistes pour avancer vers plus de sécurité intérieure. Déjà, identifier, son style avec, curiosité, donc observer les réactions, dans nos relations. Est-ce qu'on va chercher le contact quand on est stressé? Est-ce qu'on va plutôt se retirer? Est-ce qu'on va alterner les 2? Prendre des notes et s'observer au quotidien. C'est vraiment intéressant, en fait, de voir à chaque fois que vous vivez quelque chose, de dire: «OK, là, comment je me vois réagir?» Par exemple, moi, je sais très bien que quand, je vais écrire à quelqu'un, qui me plaît ou quand je suis en relation, si j'ai pas de réponse au bout de quelques heures, je vais commencer à me sentir insécurisée. Je vais me dire que ça se trouve, j'ai pas dit le bon mot, je vais me dire que la personne, elle s'en fout. Hem et dans ces moments-là, vraiment, on peut se raconter des trucs, mais vraiment extraordinaires. Et je fais une parenthèse, mais c'est là où c'est important d'avoir des amis autour de nous qui vont pas trop valider, ce qu'on se raconte. C'est-à-dire qu'ils vont avoir cette capacité quand même à nous faire miroir de: «OK, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu es en train de te raconter, en vivant cette situation?» Et peut-être qu'il est occupé, peut-être qu'il a pas la possibilité de te répondre maintenant, c'est pas toi le problème et juste, laisse de l'espace et puis tu verras. Plutôt que quelqu'un qui va dire: «Ouais, tu as raison, c'est abusé, il te répond pas au bout de 3 heures, c'est un con», voilà. Parce que malheureusement, ça va venir en fait renforcer, toutes les croyances qui sont, justement dans notre manière de relationner, de nous attacher. Donc c'est important, voilà, d'observer, de se dire: «Bon, bah, là, il y a ça» ou à l'inverse, hein, si vous voyez qu'il y a quelqu'un
qui vous fait des compliments, qui vous montre que vous lui plaisez, qui va arriver avec plein de petites attentions et que d'un coup vous vous dites oh là là mais c'est trop, non mais là c'est un peu too much, franchement c'est trop mielleux, je sens qu'il y a anguille sous roche, etc. Et bah là vous pouvez peut-être observer que vous êtes un peu dans votre attachement évitant. Et c'est quand même assez rigolo, hein, je voudrais quand même le nommer. Alors je sais pas comment ça se passe chez les hommes, j'imagine que c'est un peu la même chose, mais moi j'ai observé en tout cas chez mes amis et moi-même, qui sommes des femmes, qu'il y a quand même ce truc assez paradoxal et un peu embêtant que forcément c'est le jeu du chat et de la souris. Quand on est dans notre attachement anxieux en face, on va souvent manifester de l'évitement. Et puis quand quelqu'un en face de nous est plutôt dans son attachement anxieux ou va venir vers nous, et ben là on va activer notre évitement. C'est un peu comme si c'est le jeu des aimants quoi. Il y en a un qui arrive, l'autre ça nous repousse et inversement. Donc je pense que la réponse elle se trouve bien sûr dans l'attachement sécure, d'avoir cette capacité à nommer les choses, à se poser, à observer ce qui se joue à l'intérieur de nous, à clarifier, à communiquer pour que on puisse relationner depuis un espace où on n'est pas activé tout le temps. Et j'en ai déjà un peu parlé dans mon podcast sur les relations, mais forcément, on va toujours se mettre avec quelqu'un qui vient appuyer sur les boutons, qui vient nous activer, qui vient nous faire miroir de là où on en est, de ce qu'on rejette chez nous, de ce qu'on a envie d'être. Et si on n'a pas cette capacité à s'observer, à dire, OK, bon, c'est quelle partie de moi là qui est en train de se manifester? Qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je suis en train de me raconter? Est-ce que je valide ça? Est-ce que j'agis depuis cet espace-là? Ou est-ce que je vais d'abord prendre soin de cette partie de moi et ensuite je vais revenir dans la relation un peu plus régulée? Et ça, franchement, ça change tout. Ok? Il y a autre chose qui peut être aidant, c'est de se relier à son corps et à son système nerveux. Donc, dans ces moments-là où on est activé, justement, respiration consciente, cohérence cardiaque, mouvement doux, breathwork, tapping, méditation, etc. Ces pratiques, elles vont calmer la neuroception de danger et elles vont ouvrir la voie à plus de sécurité relationnelle. Donc si vous êtes complètement pris par votre émotionnel parce que un tel vous a pas répondu, parce qu'il a eu un mot de trop, parce que ça a été trop intense, parce que etc. Ne cherchez pas à répondre depuis cet espace-là et prenez de l'espace. Surtout pour les gens qui ont un attachement évitant, c'est hyper important, mais pour l'attachement anxieux, c'est très bien aussi, parce que ça permet de redescendre en pression et de se dire, ok, bon là, peut-être que j'ai un peu surréagi. En fait, qu'est-ce qui s'est vraiment passé à l'intérieur de moi? Et de pas rester dans le système sympathique, fight or flight, j'attaque ou je fuis, et d'arriver à revenir dans un espace un peu plus calme. Le troisième point qui peut être très aidant, bien sûr, j'en ai un petit peu parlé, mais donc c'est apprendre cette régulation émotionnelle, se donner le droit de faire des pauses, de nommer ses émotions, de revenir dans le présent. Plus notre système il est régulier, plus on peut accueillir la proximité sans risque de panique et on peut aussi accueillir la distance sans abandon. Donc, dans la régulation émotionnelle, moi, je parle souvent aussi beaucoup de communication non violente, de la CNV, parce qu'il y a cette pratique d'auto-empathie qu'on fait en CNV, où au moment où on se sent activé, on prend un moment pour soi, et d'abord, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans le corps, qu'est-ce que je ressens, comment je me sens en termes d'émotion, et de quel besoin ça parle derrière. Si on fait déjà pas ça, on peut pas avoir la clarté sur ce qui se joue et ce qui se passe pour nous. Donc c'est hyper important de faire ça, et ça demande de la pratique, ça demande parfois d'être accompagné aussi dans le processus. Parce qu'une fois qu'on a identifié notre besoin et qu'on se dit ok là en fait je sens qu'en fait j'ai juste un besoin de soutien, j'ai un besoin de présence, j'ai un besoin d'amour, j'ai un besoin de sécurité. Déjà, comment est-ce que je vais pouvoir nourrir mon besoin de sécurité de moi à moi? Mon besoin de tendresse de moi à moi. Et une fois que j'ai pu déjà m'en offrir un petit peu, et pas compter que sur l'extérieur, je vais pouvoir le nommer, je vais pouvoir le communiquer à l'autre depuis un espace régulé. Tu sais, quand tu m'as dit ça,
Je me suis sentie triste, je me suis sentie en colère parce qu'en fait, bah, je pense que j'avais juste un besoin de reconnaissance et voilà, ça m'a activée. Comment c'est pour toi? Est-ce que tu sens que ce serait OK que, bah, la prochaine fois, tu essayes de me le dire, d'une autre manière ou qu'on essaie de trouver une autre stratégie pour pouvoir, se rejoindre à cet endroit-là? Et ça, c'est magnifique quand on arrive à faire ça. Moi, je suis pas formée en imago, mais je sais aussi qu'il y a le dialogue, imago qui permet de faire miroir à ce qui se joue, chez l'autre et donc ramener aussi de l'empathie dans la relation. Ça aussi, ça peut vraiment être une vraie clé. Mais en tout cas, tout ça, ça permet la régulation émotionnelle. Bien sûr, la quatrième clé, c'est de créer des liens sécures, le plus possible de choisir des relations avec des personnes fiables et bienveillantes, un minimum, même amicales, qui nous offrent un miroir sécurisant. Parce que la guérison de l'attachement, ça passe souvent par l'expérience répétée d'une relation stable et respectueuse. Donc si vous êtes dans une relation où vous voyez très bien qu'il y a du manque de respect, de la méchanceté, de la toxicité, etc., il faut partir. Sinon, vous êtes juste en train de valider et d'accentuer votre attachement euh, qui, euh, qui ne se respecte pas. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle parce que je suis restée très longtemps dans des relations qui ne me convenaient pas. Et mais bon, en même temps, parfois, on a besoin aussi de passer par ça pour que les choses changent. Euh, donc le cinquième point, ça peut être aussi de développer l'autocompassion. Plutôt que de se juger pour nos réactions, je suis trop collante, je suis trop distante, voilà. Observer avec douceur. C'est juste des stratégies que j'ai apprises pour survivre. Et donc, ramener de la douceur et de l'empathie à cet endroit-là, c'est vraiment une clé majeure pour transformer ces schémas. Se dire, OK, bah là, je sens que ça m'active super fort, j'ai une énorme anxiété parce que j'ai pas de nouvelles, parce que en fait, ça fait plusieurs jours qu'on échange, qu'on s'est rencontrés sur une application ou peu importe, ou j'en sais rien, qu'il y a eu qu'un seul date et puis en fait, j'ai plus de nouvelles et je sens que j'y pense tout le temps et en fait, là, l'autocompassion, c'est peut-être de se dire: «OK, mais en fait, tu es en train de souffrir de cette situation. Peut-être que tu peux poser une limite. Peut-être que tu peux communiquer. Peut-être que tu peux décider et choisir que c'est pas sain pour toi et peut-être que tu as besoin de poser ce cadre pour toi». Donc ça, c'est important. Le sixième point, c'est travailler sur nos croyances. Bon, ça, encore une fois, ça se fait avec le temps, ça se fait avec différentes approches, coaching, EMDR, hypnose, toutes les techniques holistiques qui peuvent nous aider hein, pour transformer nos croyances. Et bien sûr, s'autoriser d'une aide extérieure, la thérapie, les constellations familiales, le breathwork, tout ce qui fait qu'on peut aller regarder ce qui se joue à l'intérieur de nous, tout le travail avec l'enfant intérieur aussi, bien sûr. Moi, c'est ce que je fais très, très, très souvent en séance individuelle parce que, bah, l'attachement, ça prend sa source dans notre manière, de relationner dans notre plus tendre enfance et donc aller, guérir et prendre soin de soi à l'intérieur de nous, ça va nous permettre bien sûr ensuite, de ne plus accepter, de ne plus tolérer d'autres choses à l'extérieur et dans nos relations. Donc surtout, juste se rappeler que l'attachement, ça se guérit par la répétition d'expériences sécurisantes. C'est un chemin, c'est pas un sprint. Chaque petit pas compte et parfois ça demande du temps, ça demande de passer par certaines expériences de vie et c'est OK. Et on a besoin d'apprendre aussi en vivant certaines choses, même si là, tu es en train d'écouter le podcast, tu es en train de comprendre des choses dans ton conscient, dans ton intellect. Il y a peut-être des prises de conscience et des déclics qui sont en train de se faire. Mais au final, j'ai envie de dire «malheureusement» entre guillemets, parfois on a juste besoin de vivre le truc pour arriver à avoir une prise de conscience et dire OK, plus jamais ça, plus jamais rester dans cette spirale, plus jamais accepter ça, plus jamais ressentir ça et faire ce qu'il faut pour arriver à transformer ce qui est important pour nous. Voilà, donc j'espère que cet épisode t'a éclairé. Faut pas hésiter à continuer d'aller creuser sur le sujet. Peut-être que je referai des épisodes un peu plus approfondis sur chacun des styles d'attachement, mais en tout cas, en attendant, voilà, il y a plein d'autres sources sur Internet aujourd'hui. Si tu as envie de compléter tout ça, d'aller écouter, de comprendre. Moi, je t'invite vraiment à te faire accompagner aussi sur le sujet, que ce soit à travers
des programmes en ligne comme mon programme Complétude qui démarre, début octobre. Mais ça peut être aussi, voilà, de vous faire accompagner en individuel, avec la thérapie relationnelle, d'aller regarder aussi ce qui s'est joué, dans votre enfance, travailler avec l'enfant intérieur. Voilà, le travail en IFS avec les différentes parts de soi. Il y a plein, plein, plein de manières au final d'aller restaurer la confiance et la sécurité dans le lien pour pouvoir ensuite relationner depuis le bon espace. Voilà, donc n'hésitez pas à partager le podcast, à le partager aussi à des personnes qui pourraient en avoir besoin. Venez me dire en commentaire ou sur les réseaux comment est-ce que ça vous a éclairé, quelle prise de conscience vous avez eue. Si jamais le sujet vous intéresse et qu'il y a plein d'autres choses aussi à explorer, voilà, le travail avec les parties de soi, la dépendance, les relations, n'hésitez pas à aller écouter les autres podcasts qui sont déjà en ligne. J'ai aussi fait plein d'interviews avec des personnes inspirantes. Et on se retrouve tout bientôt dans un prochain épisode de podcast. Prenez soin de vous et à tout bientôt.